La crise des fondements, c'est cette période, au tournant du XXe siècle, où les certitudes mathématiques se sont effondrées l'une après l'autre. Toutes les bases que l'on croyait à toute épreuve ont été remises en question et il a fallu reconstruire. J'ai évoqué cette période en géométrie à propos des postulats d'Euclide et en analyse pour la définition de l'infini et des réels. Je vous parle aussi ailleurs de la définition des entiers. Aujourd'hui, c'est le tour de la logique. Ceux qui ont commencé à la rendre mathématique, Leibniz puis Boole, croyaient apporter à l'expression du raisonnement la rigueur et la solidité des mathématiques. Ils n'imaginaient certainement pas que leur logique formelle allait remettre en cause l'existence même des mathématiques. L'épisode qui illustre le mieux cette crise est un échange de lettres qui a eu lieu en juin 1902. Voici les deux protagonistes. Gottlob Frege a 54 ans. Ses travaux n'ont pas encore été reconnus à la mesure de leur importance, mais ils sont de tout premier ordre. Le second volume de son œuvre majeure, Les fondements de l'arithmétique, est sous presse. C'est alors qu'il reçoit la lettre d'un jeune Anglais encore inconnu, qui a soigneusement étudié les deux livres de Frege déjà parus. Il s'appelle Bertrand Russell. L'échange a lieu en allemand. En voici des extraits traduits. Je me trouve en complet accord avec vous sur tout ce qui est essentiel. Sur beaucoup de questions particulières, je trouve dans votre travail des discussions, des distinctions et des définitions que l'on cherche en vain dans les travaux d'autres logiciens. Il y a juste un point sur lequel j'ai rencontré une difficulté. Dans vos travaux, je trouve ce qui se fait de mieux de nos jours, et je me suis donc permis de vous exprimer mon profond respect. Ah, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas mis les formes. Voici la réponse de Frege. Votre découverte de la contradiction m'a causé la plus grande surprise, et je dirais presque consternation, car elle a ébranlé la base sur laquelle j'entendais construire l'arithmétique. C'est d'autant plus grave que, avec la perte de la règle 5, non seulement les fondations de mon arithmétique, mais encore les seules fondations possibles de l'arithmétique semblent s'évanouir. En tout cas, votre découverte est très remarquable et entraînera peut-être une grande avancée en logique, aussi fâcheuse qu'elle puisse paraître au premier abord. Ah ça, pour être fâcheuse, elle l'était. Frege a dû in extremis rajouter un appendice à son livre qui était sous presse, pour dire que tout le contenu du livre, et même des deux livres précédents, était plus ou moins caduque. Avant de vous expliquer la découverte de Russell, je vais vous présenter le premier livre de Frege et vous dire en quoi il était si important. Ce livre, Frege l'a écrit à l'âge qu'avait Russell en 1902, 30 ans. Dans le titre, Begriff signifie idée ou concept et Schrift, écriture. C'est donc une écriture des concepts. Le sous-titre annonce un langage formel pour la pensée pure inspiré de celui de l'arithmétique. On ignore si Frege connaissait les travaux de Boole, parus 15 ans auparavant, au moment où il a écrit ce livre. Les points de vue sont différents. Pour Frege, son écriture des concepts est une avancée vers la caractéristique universelle de Leibniz. Voici ce qu'il en dit dans la préface. Leibniz aussi a reconnu et peut-être surestimé les avantages d'un système de notation approprié. Son idée d'une caractéristique universelle, d'un calculus philosophicus ou ratiocinator, était si gigantesque qu'elle ne pouvait pas aller au-delà des préliminaires. L'enthousiasme qui a saisi son initiateur quand il a envisagé l'accroissement immense de la puissance intellectuelle de l'humanité qu'apporterait un système de notation adapté aux objets eux-mêmes,
l'a conduit à sous-estimer les difficultés qui entravaient une telle entreprise. L'écriture des concepts de Frege dépasse de loin ce qui s'est fait jusque-là, y compris en Angleterre. Son idée est d'utiliser les deux dimensions, horizontale pour les propositions, verticale pour développer l'arborescence de la structure logique. Vous voyez ici la figure de base qu'il appelle conditionnalité. Pour nous, c'est l'implication. Frege la définit soigneusement par ce que nous appelons sa table de vérité. Voici ce qu'il dit. Si A et B sont des contenus qui pourront devenir des jugements, il y a 4 possibilités. Premièrement, A est affirmé et B est affirmé. Deuxièmement, A est affirmé et B est nié. Troisièmement, A est nié et B est affirmé. Et quatrièmement, A est nié et B est nié. La figure exprime le jugement disant que la troisième possibilité n'a pas lieu. Dans notre langage, nier la proposition non A et B, c'est affirmer A ou non B. C'est bien la définition de B implique A. C'était une avancée réelle, la solution à un dilemme qui posait problème depuis longtemps. 10 ans plus tard en Angleterre, le fait qu'une implication puisse être vraie avec une prémisse fausse était encore âprement discuté. En témoigne le problème posé par Lewis Carroll en 1894. Vous l'avez déjà écouté? Ah, c'est bien, il y en a qui suivent. Après l'implication, Frege introduit le signe de la négation, qui est un petit trait vertical. Puis il dit: si nous combinons les signes de la conditionnalité et de la négation selon cette figure, elle traduit le fait que A et B s'excluent mutuellement. Pour nous, non A ou non B. Frege est maintenant capable de traduire toutes les opérations logiques par ces diagrammes. Une autre innovation fondamentale va consister à transformer les prédicats en fonctions. Dans Socrate est mortel, mortel est désormais une fonction appliquée à la variable être vivant, et Socrate est une instantiation de cette variable. La notion de quantificateur s'impose alors naturellement, et Frege la traduit en une notation appropriée. Die Allgemeinheit signifie la généralité. La figure exprime le jugement selon lequel, pour toute valeur de l'argument, l'affirmation qui résulte de la fonction appliquée à cet argument est un fait. C'est donc notre quantificateur universel, quel que soit. La combinaison avec le signe de négation induit l'autre quantificateur. Il existe. Comme vous, Frege trouve qu'un exemple ne sera pas superflu. Considérez parmi les êtres vivants, être un oiseau noté G et savoir voler noté F. L'autruche est noté B. La figure traduit la proposition suivante. Le fait que l'autruche soit un oiseau et ne sache pas voler implique qu'il existe des oiseaux ne sachant pas voler. Vous savez quoi? Repassez-vous calmement ce transparent tant que vous voulez, je vous attends au suivant. Je ne vous détaillerai pas cette figure qui est censée exprimer le fait qu'une propriété est héréditaire pour une suite. Elle traduit un point crucial dans la théorie de Frege. Il a compris le premier, que la logique formelle était indissociable d'une définition axiomatique de l'arithmétique, et que celle-ci passait par la notion de récurrence. Son programme consiste donc non seulement à calquer son langage sur l'arithmétique, comme l'annonce le sous-titre, mais encore à éclaircir les fondements de l'arithmétique, ce qu'il fera dans les 2 livres suivants. C'est ce programme que la lettre de Russell a gravement compromis. Que disait donc cette lettre?
Vous affirmez qu'une fonction peut elle-même être un élément déterminé. Je le croyais aussi auparavant, mais maintenant cela me semble douteux, à cause de la contradiction suivante. Soit W, le prédicat, être un prédicat qui n'est pas le prédicat de lui-même. Est-ce que W est un prédicat de lui-même? De chacune des deux réponses, un opposé s'ensuit. Nous devons donc conclure que W n'est pas un prédicat. De même, il n'existe pas de classe de toutes les classes qui n'appartiennent pas à elles-mêmes. De là, je conclus qu'une collection définissable ne forme pas nécessairement une totalité. J'ai conservé dans la traduction le vocabulaire d'époque, mais c'est plus facile à comprendre avec notre langage ensembliste. Voici le paradoxe de Russell en termes modernes. La difficulté vient de ce qu'on croit qu'une propriété définit un ensemble. C'est vrai quand on définit des ensembles de nombres, comme l'ensemble des entiers strictement positifs. On aurait envie de parler, par exemple, de l'ensemble des ensembles qui ont un nombre d'éléments strictement positifs. Celui-là appartiendrait à lui-même puisqu'il n'est pas vide. Mais maintenant, appelez grand A l'ensemble de tous les ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. La question est-ce que A appartient à lui-même? Si c'est le cas, alors par définition, A n'appartient pas à lui-même. Mais si A n'appartient pas à lui-même, alors toujours par définition, A appartient à A. Et la définition conduit donc à une contradiction, bien qu'apparemment on l'ait définie. L'ensemble grand A n'existe tout simplement pas. Pas plus d'ailleurs que l'ensemble de tous les ensembles. Oh, je ne voudrais pas vous laisser croire que ce genre de casse-tête est apparu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein un beau jour de juin 1902. Les paradoxes liés à l'autoréférence sont au moins aussi anciens que la philosophie grecque. Le plus ancien semble être le paradoxe du menteur. Comme le dit Cicéron, si tu dis que tu mens et que tu dis vrai, tu mens alors que tu dis la vérité. Écoutez la solution d'Aristote. Tous les paralogismes de ce genre sous-entendent ce principe. Le non-être peut-il donc être? Le non-être est certainement quelque chose, et de même, l'être ne sera pas, car il ne sera pas quelqu'une des choses qui sont. Le même homme peut-il en même temps jurer vrai et se parjurer? En clair, la solution d'Aristote consiste à dire qu'on peut mentir en général et ne pas mentir sur une phrase donnée. Peut-être, mais alors que dire de la proposition? La proposition que je suis en train d'énoncer est fausse. Comme tout l'organum d'Aristote, la réfutation des sophistes a beaucoup fait réfléchir les penseurs du Moyen Âge, à la suite de Thomas d'Aquin. Les paradoxes de l'autoréférence sont même devenus au XIVe siècle une sorte de genre littéraire, les insolubilia. Je vous montre le début du chapitre 8 des sophismes de Jean Buridan. Mais j'aurais pu aussi vous parler des calculateurs d'Oxford, de Robert Grossetête, Guillaume d'Occam et beaucoup d'autres moins connus. L'un des sophismes réfutés par Jean Buridan a une résonance particulièrement moderne. Il concerne les genres. L'énoncé est: le genre est plus général que le genre le plus général. Il y a en effet un ordre induit par la généralité entre les genres. Buridan prend l'exemple du genre homme, qui est moins général que le genre animal, car tout homme est un animal, tandis que l'inverse est faux. Mais alors, le genre le plus général est bien un genre, tandis que tout genre n'est pas le plus général. Et maintenant, remplacer genre par ensemble et plus général par contient. Le genre le plus général devrait être l'ensemble de tous les ensembles,
qui devrait se contenir lui-même, à condition qu'il existe. Troublant, non? Je ne vais pas vous infliger une histoire détaillée des paradoxes de l'autoréférence. Je vous propose simplement celui de Cervantes, qui est plus divertissant. Nous sommes dans la seconde partie du Don Quichotte. Son fidèle serviteur, Sancho Panza, vient d'être nommé gouverneur de l'île de Barataria. Certains ont proposé Alcalá de Ebro comme localisation de l'île et on y a érigé une statue au bon Sancho. C'était amplement mérité. Voyez plutôt ce cas épineux soumis au nouveau gouverneur. Il y avait sur une certaine rivière un pont, et au bout de ce pont une potence. La loi voulait que chacun de ceux qui passaient sur le pont déclare sous serment où il allait et ce qu'il allait y faire. S'il disait vrai, on le laissait passer. S'il mentait, il était pendu à la potence. Il arriva qu'un homme prêta serment et déclara: par le serment que je viens de faire, je jure que je vais mourir à cette potence. Les juges réfléchirent à cette déclaration et dirent: si nous laissons passer cet homme librement, il a menti sous serment, et selon la loi il doit mourir. Mais si nous le pendons, il a juré qu'il allait mourir à cette potence, et ayant juré la vérité, selon la même loi, il doit rester libre. Ayant bien compris le dilemme, Sancho rend son verdict. Les raisons de condamner cet homme ou de l'absoudre étant égales, mon avis est qu'on le laisse passer librement, car on glorifie toujours plus le bien que le mal. Comme quoi, avec un peu de bon sens, on peut s'extraire de n'importe quel paradoxe. C'est peut-être ce qu'a pensé David Hilbert quand Frege lui a envoyé son nouveau livre. Je vous remercie beaucoup pour le second volume de vos fondements que je trouve très intéressant. Votre exemple à la fin du livre était déjà connu ici. J'ai trouvé des contradictions encore plus convaincantes il y a déjà 4 ou 5 ans. Elles m'ont conduite à la certitude que la logique traditionnelle est inadéquate et que la théorie de la formation des concepts doit être affinée. À propos du paradoxe de Russell, en note de bas de page, Hilbert ajoute: je crois que Zermelo l'a découvert il y a 3 ou 4 ans, après que je lui ai communiqué mes exemples. Son travail sur les fondements de la logique conduira ce même Zermelo à proposer un système consistant d'axiomes, mettant enfin la théorie des ensembles à l'abri des mauvaises surprises. La preuve qu'au moment du paradoxe de Russell, Hilbert réfléchissait déjà depuis longtemps aux fondements axiomatiques, on la trouve entre autres dans sa célèbre conférence au Second Congrès international des mathématiciens à Paris, le 8 août 1900. Il y liste les 23 problèmes importants pour le siècle à venir. Le second problème est intitulé de la non-contradiction des axiomes de l'arithmétique. Il commence par décrire ce qu'il entend par système d'axiomes. Lorsqu'il s'agit de poser les principes fondamentaux d'une science, l'on doit établir un système d'axiomes renfermant une description complète et exacte des relations entre les concepts élémentaires de cette science. Ces axiomes sont en même temps les définitions de ces concepts élémentaires. Aucune affirmation relative à la science dont nous examinons les principes fondamentaux ne sera admise comme exacte, à moins qu'on ne puisse la tirer des axiomes au moyen d'un nombre fini de déductions. Le système d'axiomes ne doit pas être redondant. Si l'on considère les choses plus exactement, la question suivante se pose. Certaines affirmations contenues dans des axiomes ne sont-elles pas dépendantes les unes des autres? Et par suite, ces axiomes ne renferment-ils pas des parties communes, superflues,
que l'on doit supprimer si l'on veut obtenir un système d'axiomes complètement indépendant. Et surtout, le système d'axiomes doit éviter les contradictions. Mais avant tout, parmi tant de questions soulevées par l'examen des axiomes, je regarde comme la plus importante celle-ci. Démontrer que les axiomes ne sont pas contradictoires, c'est-à-dire démontrer qu'en se basant sur les axiomes, l'on ne pourra jamais arriver à des résultats contradictoires au moyen d'un nombre fini de déductions logiques. Peut-être, mais pourquoi mettre l'accent sur l'arithmétique? Parce qu'il a résolu le problème pour la géométrie l'année précédente, justement en la subordonnant à l'arithmétique. En géométrie, on démontre la non-contradiction des axiomes en construisant un domaine convenable de nombres, tel qu'aux axiomes géométriques correspondent des relations analogues entre les nombres de ce domaine, et telles, par conséquent, que toute contradiction dans les conclusions tirées des axiomes géométriques serait forcément reconnaissable dans l'arithmétique de ce domaine. De cette façon, la non-contradiction des axiomes géométriques est ramenée à la démonstration de la non-contradiction des axiomes de l'arithmétique. Le second problème de Hilbert et le paradoxe de Russell n'étaient que le début d'une longue aventure qui n'est toujours pas achevée. Dans les premières décennies du XXe siècle, l'optimisme dominait. Hilbert lui-même a donné plusieurs formulations de son rêve, ce que l'on a appelé le programme de Hilbert. En voici une, lors d'une conférence en août 1927. Avec cette nouvelle manière de fournir une fondation aux mathématiques que l'on peut appeler une théorie de la démonstration, je vise un enjeu d'importance, car je voudrais éliminer une fois pour toutes les questions concernant les fondements des mathématiques telles qu'elles se posent actuellement. Pour cela, je voudrais transformer les définitions et les inférences mathématiques de sorte qu'elles soient inébranlables, tout en fournissant une image adéquate de la science en son entier. Je crois pouvoir atteindre ce but avec ma théorie de la démonstration, même si un gros travail reste à faire avant qu'elle soit complète. En résumé, le programme de Hilbert consistait à démontrer que l'ensemble des mathématiques était constitué de propositions dont on pouvait montrer pour chacune qu'elles étaient vraies ou bien fausses, en un nombre fini d'étapes logiques à partir d'un ensemble fini d'axiomes. En 1931, un jeune Autrichien d'origine tchèque, Kurt Gödel, met le doigt sur une difficulté majeure. Toute théorie qui englobe la définition des nombres entiers comporte nécessairement des propositions dont il est impossible de décider si elles sont vraies ou fausses. L'article est intitulé Sur les propositions indécidables des Principia Mathematica. C'est une référence à Whitehead et Russell qui ont co-signé une sorte d'encyclopédie de logique mathématique en 3 volumes. Publiée une première fois avant la Première Guerre mondiale, elle a été rééditée en 1925, ce qui tombait à pic pour le programme de Hilbert. On y trouve, à quelques notations près, la logique telle que nous la connaissons, beaucoup plus simple que celle de Frege. Cette logique exprime encore l'espoir de réduire l'ensemble des mathématiques à des combinaisons finies de signes logiques. Pour Russell, c'est une réponse à son propre paradoxe de 1902. En 1931, un jeune mathématicien français, en visite à Göttingen depuis sa thèse, suit attentivement les développements de la métamathématique impulsée par Hilbert. Il connaît à fond les Principia Mathematica de Whitehead et Russell. Il a déjà démontré dans sa thèse un théorème de métamathématiques fort utile pour déterminer si une théorie peut être contradictoire.
L'article qu'il envoie au journal de Crelle sur la non-contradiction de l'arithmétique parvient à la rédaction le 27 juillet 1931. Ce même jour, Herbrandt réalisait l'ascension des bancs dans le massif des Écrins. Cette photo, prise au sommet, est la dernière que l'on ait de lui. Quelques instants plus tard, il se tuait dans la descente. Il avait 23 ans. Normalement, c'est sur le slide des références que je suis supposé vous sortir une vanne de fin, finement auto-référente au contenu de l'histoire. Mais vu la fin tragique d'Herbrandt qui la termine, j'ai comme l'impression que ce serait un peu contradictoire. Qu'en pensez-vous ?